Vous évoquiez avec intérêt le fait que la France doit se positionner dans cet affrontement de l'unipolarité et de la multipolarité. Nicolas Sarkozy nous a fait rejoindre dernièrement le commandement intégré de l'OTAN. Plusieurs initiatives récentes, comme la guerre en Libye, montrent qu'il y a une vision stratégique afférente à cette réintégration. Pour vous, comment se comporte la France dernièrement vis-à-vis de ces changements et qu'est-ce qu'elle peut faire pour être une force dans un monde davantage multipolaire? Alors la France, elle se comporte toujours bien parce que c'est la France, mais c'est ses gouvernants qui se comportent mal. Et les gouvernants, à mon sens, ils ont sorti la France de sa vérité historique. Et je pense que si on veut résumer ce qu'est la France sur le temps long de son histoire, il y a à mon avis 3 mots-clés sur lesquels il faut réfléchir, qui sont les mots de souveraineté, les mots d'équilibre et le mot monde. Alors, souveraineté, c'est l'idée qu'à travers l'histoire et à travers le temps long, la France, finalement, elle est un des rares États d'Europe à avoir toujours été souveraine. Elle a toujours été souveraine, et pour une raison assez simple, c'est que si on revient à ce qui a fait la France, après bien sûr le legs gaulois qui nous laisse une souche ethnique gauloise, il y a bien sûr Rome. Rome qui nous donne l'idée de l'État, qui nous donne l'idée de l'administration et qui nous donne l'idée de l'Empire. Et le legs de Rome en Europe, il est triple en fait. Rome laisse 2 souverainetés temporelles, la France et le Saint-Empire romain germanique, et une souveraineté spirituelle qui est la papauté. Ce triple legs de l'Europe, on ne doit jamais l'oublier parce que la France, nous sommes une partie de cet héritage de Rome, ce qui fait que nous ne pouvons être, de mon point de vue, qu'un peuple et qu'un État souverain, et nous l'avons toujours été. Nous sommes le seul pays avec l'Angleterre et la Russie en Europe à n'avoir jamais été incorporé jusqu'à l'Union européenne et au traité de Maastricht dans un ensemble multinational. Tous les peuples, bien sûr, aspirent à la liberté, mais la plupart des peuples, à un moment donné de leur histoire, qu'il s'agisse de peuples d'Amérique latine ou de peuples de l'Empire austro-hongrois ou d'autres peuples dans l'Empire soviétique, ont été incorporés à des empires et ils s'en sont accommodés juste au moment où ils ont cherché à recouvrir une certaine indépendance. Mais la France, à travers son histoire, elle a toujours été souveraine. Empereur en son royaume, c'était l'adage du roi, et je crois que les gouvernants qui nous ont sortis déjà de cette idée de souveraineté, qui était la capacité à définir par nous-mêmes notre propre destin, ils nous ont éloignés d'une dévocation profonde de ce qu'est la France, qui ne peut pas être la France sans être fondamentalement souveraine. Être souverain, ça ne veut pas dire qu'on n'appartient pas à une civilisation, en l'occurrence la civilisation européenne, mais ça veut dire que l'on définit en permanence, à travers nos propres intérêts, notre propre vision, la politique qui sied à nos intérêts et dont nous avons besoin. Donc la première idée, c'est souveraineté. La deuxième idée, est évidemment la construction européenne dans son accélération folle, a nié cette souveraineté, et je pense qu'une grande partie des maux que nous vivons aujourd'hui tient à cela précisément. La deuxième idée, c'est l'idée d'équilibre. La France, à mon sens, à travers l'histoire, c'est une puissance d'équilibre. Équilibre par rapport à la terre, le continent, équilibre par rapport à la mer, puissance qui a été l'Angleterre, aujourd'hui les États-Unis. Et la France, si vous reprenez son histoire à travers les siècles, vous verrez qu'en permanence, elle a cherché à protéger cette souveraineté par une politique d'équilibre entre l'impérialisme continental et l'impérialisme maritime. Et que chaque fois qu'elle a su trouver un équilibre entre cette dimension maritime et cette dimension terrestre, alors elle a été grande, alors elle a pu défendre sa souveraineté. Quand, je vais prendre des exemples plus précis, quand le principal adversaire, la principale puissance germanique, c'était l'Autriche qui cherchait à coaliser pendant des siècles les différentes entités allemandes de manière impériale, et bien la politique de la France,
pour contrebalancer ce pouvoir de l'Autriche, c'était la défense des libertés germaniques. Et vous vous souvenez que la France ne s'est jamais mieux portée que quand il y avait 343 Allemagne et que nous avions un traité de Westphalie qui nous donnait la paix pour plus de 100 ans en Europe. Le traité de Westphalie par rapport à l'Autriche, le traité des Pyrénées par rapport à l'Espagne qui empêchait cet axe hispano-germanique de se former. Ça, c'était le continent. Et de l'autre côté, bien sûr, la France s'est opposée à l'impérialisme maritime. Alors évidemment, aujourd'hui, nous avons quoi comme politique? Il n'a échappé à personne que l'incorporation dans la logique européenne, c'est une logique de poupée russe. En réalité, on s'incorpore dans la logique européenne et ensuite on s'incorpore à l'intérieur de la logique européenne dans la logique transatlantique. Et l'Europe puissance que nous avons vantée pendant des années et qu'ont vendu en quelque sorte aux Français les gouvernants, ce n'est pas une Europe puissance, c'est une Europe composante d'un bloc transatlantique à dominante américaine. Par conséquent, la France, au lieu d'affirmer son modèle, au lieu d'affirmer sa dimension de puissance d'équilibre, s'est retrouvée en addition de puissance dans une logique transatlantique. Elle est une composante de cette logique, et de ce point de vue, non seulement elle s'écarte de sa vocation multiséculaire, mais en plus, me semble-t-il, elle n'a plus de valeur ajoutée pour le monde, et donc elle n'a plus de reconnaissance par les autres États du monde de l'importance qu'elle peut avoir de la voix de la France dans le monde, précisément parce qu'elle n'est qu'une partie de l'addition de puissance aux États-Unis. Donc je crois que c'est en rompant avec cette logique, de manière claire, de l'alignement transatlantique, que la France retrouvera sa vocation d'équilibre. Et Dieu sait si nous avons besoin d'équilibre dans le monde, parce que quand il y a une telle recomposition des équilibres, enfin des logiques de puissance, une telle montée des puissances en Asie en particulier, une telle, recomposition de la donne de la puissance mondiale, nous allons avoir besoin de puissance d'équilibre, de puissance de médiation. Et la France peut retrouver son rôle précisément en étant une puissance de médiation entre les États-Unis et la Chine, entre l'Inde et la Chine. Elle peut, en retrouvant cette vocation de puissance d'équilibre, montrer l'avantage, la valeur ajoutée qu'elle peut avoir dans le monde et à ce moment-là être entendue et retrouver sa vocation qui est la sienne. Et la troisième dimension, puisque je parlais d'équilibre, je parlais de souveraineté d'équilibre, et je parle de monde, parce que la France n'est pas qu'une puissance européenne. Bien sûr, c'est une puissance qui appartient à la civilisation européenne, la fille aînée de l'Église, qui est fondamentalement une des composantes de notre civilisation. Mais c'est aussi une puissance mondiale. Nous avons un territoire mondial, nous avons plus de 11 millions de kilomètres carrés d'espace maritime. Nous avons ce territoire qui est présent dans l'océan Indien, dans le Pacifique, dans la zone Caraïbe, et qui fait que nous appartenons de fait, par notre territoire, à des ensembles régionaux importants. Eh bien, si nous éloignons par incorporation, par réduction à la seule appartenance à l'Union européenne, si nous nous éloignons de cette vocation mondiale, de cette réalité territoriale mondiale et identitaire aussi, eh bien je crois que nous nous éloignons de ce qu'est la France et de la voix qu'elle peut avoir dans le monde. Donc oui, 3 fois oui, au fond, nos gouvernants, qu'ils soient socialistes ou UMP, nous ont éloignés complètement, nous ont sortis progressivement de ce qu'est la France, de son logiciel, puisque c'est un mot que vous avez employé. Je ne sais pas si on était dans un Chopra 2.0, mais enfin, en tout cas, c'était vraiment ça la vocation de la France à travers l'histoire. Et ce ne sont pas seulement, si vous voulez, c'est évidemment pas une nostalgie historique, on est dans le domaine de la continuité du temps long, des constantes de ce qui fait un peuple et de ce qui fait une nation, la nation française depuis plus de 1500 ans. Pour donner un peu de corps à cette vision, est-ce que vous pourriez analyser pour nous les conséquences de 2 décisions françaises étranges vis-à-vis de notre histoire de géopolitique, c'est-à-dire le soutien à l'intervention en Géorgie, et puis dernièrement l'intervention en Libye. En Libye.
oui, enfin, le soutien européen à l'intervention en Géorgie. Alors, d'abord sur la Géorgie, quand même, la France a eu un jeu un peu plus équilibré que dans d'autres domaines à ce moment-là, disons moins atlantiste et un peu plus nuancé. Donc je serais là, objectivement, il faut quand même dire que parfois il y a quand même un certain nombre de fondamentaux qui sont rappelés, je pense au Quai d'Orsay ou au ministère de la Défense, et qui font que quand même il y a des gens raisonnables qui ont expliqué qu'il s'agissait en Géorgie en 2008 donc de l'étranger proche russe, et qu'il n'était pas question d'accompagner fortement la logique d'otanisation de la Géorgie engagée par les États-Unis. Alors, pour comprendre le contexte, il faut rappeler que depuis 1990, les Américains essaient de faire glisser les frontières de l'OTAN jusqu'aux frontières de la Russie, mais aussi de la Chine, puisqu'il y a des plans de partenariat stratégique avec les pays d'Asie centrale. Donc, la logique, c'est non pas l'Europe puissance, qui aurait pu peut-être poindre en 1990, mais c'est au contraire, bien sûr, le renforcement du bloc transatlantique et de l'otanisation de l'Europe. Et c'est ce qui s'est passé par des vagues successives, puisque plusieurs pays européens ont été intégrés en 1999, en 2002, et qu'aujourd'hui il y a d'autres pays qui auraient vocation, du point de vue des Américains et de leurs amis, à rentrer dans cette logique. Alors, 2008, c'est un point de basculement important parce que c'est le moment où le président Poutine dit « ça suffit, il y a une ligne rouge et vous ne ferez pas basculer la Géorgie dans l'OTAN ». Et je crois qu'à ce moment-là, ça a été un signal très fort qui a été envoyé par le président Poutine. Manifestement, ça n'a pas suffi avec la Syrie, mais ça a quand même été un signal très fort qui a été engagé. Ensuite, vous faites peut-être allusion aux interventions en Libye, puis à la question de la Syrie. Alors, en Libye, la question c'est de savoir pourquoi on est allé en Libye, ou du bilan qu'on peut faire en Libye. Enfin, le bilan, il n'est pas difficile à dresser déjà. On va prendre les choses en commençant par le bilan. Le bilan, c'est Lampedusa notamment, c'est une des conséquences, même si l'immigration, les flux migratoires, l'explosion des flux, objectivement, avait commencé bien sûr avant l'effondrement du régime de Kadhafi, mais il est établi que le régime de Kadhafi était une sorte de filtre quand même qui permettait de limiter la remontée des migrants d'Afrique subsaharienne à travers le Sahara et vers la Méditerranée en direction des côtes européennes. Donc une des conséquences de l'effondrement de cet état tampon du point de vue de l'immigration qui a été le régime de Kadhafi, c'est cela. Ensuite, c'est sur le terrain le régime des milices. Il n'y a plus l'État-nation était faible, le degré d'État-nation était faible. Aujourd'hui, il est complètement éclaté. La Libye, c'est une multiplicité de tribus qui s'affrontent avec des logiques donc évidemment tribales, des logiques de minorités ethniques, les Toubous, les Touaregs, qui ont des revendications claires par rapport à l'État central. C'est une logique d'affrontement entre ceux qui ont une vision fédéraliste à l'est, dans la partie cyrénique. Vous savez que la Libye, c'est essentiellement 3 provinces. Il y a 2 provinces côtières, la tripolitaine à Tripoli et puis à Benghazi la cyrénéique, et ces deux provinces en fait s'affrontent depuis assez longtemps, et il y a une tendance à l'est en cyrénéique assez forte à la sécession, et à l'est on veut un fédéralisme justement pour affirmer cette pseudo-souveraineté de la cyrénéique face à la capitale qui est Tripoli. Puis au sud il y a le Fezzan qui est la partie désertique avec d'autres minorités. Donc là, on a typiquement une des conséquences des logiques d'ingérence occidentale, qui est qu'au nom des droits de l'homme, on mène la guerre à un régime autocratique, il l'est incontestablement, mais que cela a pour résultat de produire une situation pire, chaotique, dans laquelle le semblant d'État-nation qu'il y avait et qui était obtenu grâce à un régime autoritaire et une coalition formée autour d'un chef fort se désagrège complètement, et on obtient in fine
un chaos qui est un chaos multi-tribal, multi-ethnique, de conflits entre fédéralistes et islamistes, et qui aboutit donc à une difficulté même à l'exploitation pétrolière, puisque ces derniers mois en Libye, l'exploitation du pétrole s'est complètement effondrée. On était revenu, je crois, à 1 million de barils jour au début de l'été. Ça s'est effondré à 350 ou 400 000. Donc, et aujourd'hui, vous avez même des miliciens qui tentent de vendre du pétrole sans passer par la compagnie nationale. Donc les médias n'en parlent pas du tout, mais la Libye, c'est le chaos total et le bilan n'est pas dressé. En Syrie, on est en train de faire la même chose, c'est-à-dire qu'on est en train de détruire un État qui était difficilement un État-nation et qui tenait effectivement sous la chape de plomb d'un régime autoritaire, mais qui tenait quand même en tant qu'État-nation, qui maintenait une certaine, qui maintenait une certaine sécurité pour les minorités communautaires et en particulier pour les chrétiens. Et voilà que, en voulant intervenir bien sûr officiellement au nom des droits de l'homme et de la démocratie, il en résulte une situation pire, qui est le triomphe des islamistes sunnites, qui est la persécution des chrétiens, la probable et le possible massacre des alaouites, minorité chiite dominante au cœur du régime, en cas d'effondrement du régime, et bien sûr également la même chose pour les Kurdes au nord ou diverses autres petites minorités. Donc nous sommes, au nom de cette idéologie folle de vouloir reconfigurer le monde et d'exporter la démocratie, mais ça c'est le masque, c'est la partie officielle, parce que bien sûr il y a des intérêts géopolitiques derrière tout cela, on pourra y revenir, nous sommes dans un résultat absolument cataclysmique qui amplifiera les problématiques migratoires et la pression migratoire sur l'Europe dans les années à venir. Donc le bilan, il est criminel, et au lieu de dire que nous devons avoir honte pour Lampedusa, ce sont les dirigeants actuels qui devraient avoir honte d'avoir amplifié la situation et la pression migratoire qui va s'exercer sur notre pays et sur nos partenaires européens.